Éric Zemmour, c'est l'heure donc de la grande interview. Vous, président, et ce sont mes camarades Alba Ventura et François Langlais qui vous interrogent. Alba, c'est à vous. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour Alba. Bonjour. Alors, après le déclenchement de la guerre en Ukraine par la Russie, est-ce que vous êtes d'accord ce matin pour dire, comme François Fillon, le seul coupable, c'est Vladimir Poutine ? Ah bah, c'est le seul coupable, incontestablement. C'est lui l'agresseur. Ah bien sûr, c'est l'agresseur, c'est le seul coupable. Il a décidé d'agresser et de ne pas respecter la souveraineté ukrainienne. Donc il est le seul coupable. Ça ne veut pas dire qu'il est le seul responsable. C'est le seul distinguo que je fais. Il y a des responsabilités. Vous savez, une guerre n'a jamais un seul coupable. On sait aujourd'hui que la guerre 14 n'avait pas comme seul responsable l'Allemagne. Mais en revanche, seule l'Allemagne a attaqué la Belgique. Donc ce fut le seul coupable. Vous voyez, c'est un distinguo. Il faut essayer de réfléchir, de raisonner. Moi, je suis atterré par cet affrontement fratricide. J'ai lu les pages magnifiques de Solzhenitsyn qui expliquent que les Ukrainiens et les Russes sont un même peuple, qu'ils ont été tellement mélangés qu'ils sont frères, que ce sont nos frères européens en plus. Donc ça me déchire le cœur de voir ces pauvres Ukrainiens se faire massacrer par l'armée russe. Mais il faut bien comprendre qu'il y a Vladimir Poutine qui est coupable d'avoir agressé l'Ukraine, et il y a des responsables, dont les Français, dont les Allemands, dont les Américains, qui n'ont pas fait respecter, comme je le disais tout à l'heure, les accords de Minsk et qui n'ont cessé d'étendre l'OTAN pour qu'elle soit tout autour de la Russie comme une sorte d'encerclement. Le responsable, c'est l'OTAN. Non, oui, le coupable, les c'est forces Poutine. de l'OTAN sont les responsables. Non, le coupable, c'est Poutine. Oui, ça, on a les compris. responsables, c'est l'OTAN qui n'a cessé de s'étendre. C'est pas la même chose, vous comprenez ? Pardonnez-moi, quand on vous entend tout à l'heure justement parler de la position de Jean-Yves Le Drian qui dit l'OTAN est une alliance nucléaire, quand on vous entendait sur France 2 jeudi, vous pointez toujours la responsabilité des Occidentaux et on se dit, dans une période de tension comme aujourd'hui, est-ce que cet homme, vous, est avec nous ? Au fond, on a le sentiment que dans cette affaire, vous n'êtes pas dans le camp de l'Ouest. Pour paraphraser Guy Mollet que vous citiez à l'instant, on se dit, Éric Zemmour, il n'est pas à droite, il est à l'Est. Joli paradoxe. Vous savez, moi, j'essaye d'éviter le manichéisme, qu'on me reproche tellement. En vérité, je ne suis pas manichéen. Et qu'est-ce qu'on veut ? On veut la guerre nucléaire avec la Russie ? On veut déménager la Russie ? Non, on ne déménagera pas la Russie, ni Vladimir Poutine. La Russie est sur notre continent, la Russie est en Europe, et donc il faut trouver un moyen de vivre en paix avec la Russie. Mais, avant, Éric Zemmour, on avait ce le que veulent communisme, ils ne sont plus communistes. Attendez, deux secondes, je finis ma phrase, simplement. Et nous devons trouver le moyen de vivre en paix avec la Russie. C'est pour ça que je propose une réunion à Paris pour un traité de paix qui tienne compte de tout ce que je viens de dire. Ça ne veut pas dire que je suis pro-russe, ça veut dire simplement que je suis pro-français. Non, les électeurs français veulent savoir, Éric Zemmour, si vous serez un président pro-Poutine. Non. Est-ce que la France d'Éric Zemmour serait aux côtés de la Russie ou aux côtés de Zelensky, le président ukrainien ? La France, elle sera aux côtés de la France et des Français. Elle défendra ses intérêts français. Elle n'a pas... Non, c'est pas une réponse. Si c'est une réponse, c'est une réponse. La France, elle doit défendre d'abord les intérêts français. Il y a beaucoup d'ambiguïté dans ce que vous dites, Éric Zemmour. Vous plaidez pour une alliance avec la Russie. Il y a 2 ans, Poutine était votre référence, votre modèle. Écoutez, je vais vous faire écouter une interview que vous avez donnée à Nicolas Bétou de l'Opinion. Écoutez. Si on cherche ailleurs dans le monde, quelqu'un qui défend son pays, c'est qui ? Poutine. Je dirais que Poutine ressemble beaucoup, il aurait pu être français. C'est-à-dire qu'il prend un pays qui a été un empire, qui a été une grande puissance et qui est un empire en déclin et il essaye de le redresser. Vous rêvez d'un Poutine français ? Oui, j'en rêverais, oui. C'est vous le Poutine français ? C'est tout à fait exactement ce que je dirais aujourd'hui. C'est vous le Poutine français ? Moi, je suis en tout cas un patriote français qui veut sauver son pays de l'islamisation et du grand remplacement. Oui, je veux être celui qui sauvera la France de ces mots, des mots français. C'est pas la Russie qui menace la France, quoi qu'on en dise. Ce qui menace la France, c'est le grand remplacement et l'islamisation du pays. Ça, c'est le danger qui menace la France. Donc moi, je veux défendre la France contre les dangers qui la menacent. Demain,
Éric Zemmour, vous, président, la France est alliée avec qui? Avec la Russie, avec les États-Unis, avec la Chine. L'OTAN, vous l'avez abondamment critiqué, à la fois récemment et dans votre vie de commentateur. Est-ce qu'elle n'a pas retrouvé, de façon saisissante, une raison d'être avec la menace russe? Ah, mais vous avez tout à fait raison. C'était le grand objectif des Américains. De redonner... Mais Poutine a servi les Américains. Mais vous avez tout à fait raison, c'est de sa faute. Absolument d'accord. Je suis tout à fait d'accord. On n'a pas à saluer ça. Ah, mais je suis tout à fait d'accord. Il est, on peut dire, tombé dans le piège américain. Il sert les intérêts des États-Unis. Ressuscité l'OTAN, il a ressuscité en mort l'OTAN, cérébrale, absolument, qui était le grand rêve de Biden et des Américains et de certains Européens. Je voudrais dire deux choses. Avec qui allez-vous être demain si vous étiez à Je n'ai jamais... Vous savez, quand le général de Gaulle sort du commandement militaire intégré, il ne sort pas de l'alliance. Vous voyez, il y a l'organisation et il y a l'alliance. Je serai toujours allié des Occidentaux. Ce que je veux, c'est retrouver, exactement comme le général de Gaulle, mon indépendance stratégique et militaire. Pour pouvoir justement, souvenez-vous, il y avait quand même des bases américaines en France. Il y avait des bases américaines. Il savait très bien en 40 qui étaient ses alliés. Le général de Gaulle. Ma chère Alba Ventura, en 44, il va voir Staline justement parce qu'il n'en peut plus de la tutelle américaine et anglaise. Donc, je vous assure que et c'était Staline. Sauf que Éric Zemmour, encore une fois, je reviens sur cette ambiguïté parce qu'on ne sait pas très bien ce que vous pensez. On ne sait pas très bien avec qui vous ferez alliance. Est-ce que vous ferez alliance avec la Russie? Avec la Chine, avec les États-Unis? Je viens de vous le dire. Je serai l'allié des Occidentaux, je reste dans l'OTAN, je quitte le commandement militaire intégré. Mais, comme le général de Gaulle, exactement, souvenez-vous de la politique de détente, d'entente et de coopération. C'était la politique du général de Gaulle vis-à-vis de l'Est des Russes, alors qu'ils étaient soviétiques et qu'ils envahissaient la Tchécoslovaquie en 1968. Ça n'a absolument pas fait varier la stratégie du général de Gaulle, parce qu'il estimait qu'il fallait un équilibre pour pouvoir être vraiment indépendant et pour pouvoir vraiment amener la paix en Europe. Exactement comme François Mitterrand, en 90, qui après la chute du mur, proposait une grande confédération européenne avec la Russie. Les Américains ont toujours empêché. Et là, on voit d'ailleurs... Attendez. On voit d'ailleurs là l'échec absolu. François Langlais me disait très justement, Poutine a ressuscité l'OTAN. Vous avez tout à fait raison. Mais en vérité, pour tous les pays européens, les pays de l'Est en particulier et l'Allemagne, elle n'est jamais morte. C'est dans les chimères françaises d'Emmanuel Macron qu'on a cru qu'on allait faire une défense européenne. Il n'y a pas de défense européenne. Vous voyez bien que pour tous ces pays, et plus encore aujourd'hui, la défense européenne s'appelle l'OTAN. Il y a une autre victime de l'attaque de Poutine, c'est Emmanuel Macron. Toutes ces chimères se sont effondrées. Pardonnez-moi, je voudrais simplement revenir sur... Lorsque vous dites que vous rêveriez d'un Poutine français, Poutine n'est pas un démocrate. Est-ce que vous le dites ça aussi ? Poutine est un... Qu'est-ce qu'on appelle démocrate ? Est-ce qu'on appelle démocrate le fait d'être élu par le peuple ? Le fait de ne pas empoisonner ses opposants ? Le fait de ne pas mettre en prison la presse ? Attendez, il y a deux choses. Il est élu par le peuple. Il est élu par le peuple à une majorité. Ça fait des années qu'il est réélu. Je ne pense pas que même s'il ne faisait pas ce que vous dites... Vous reconnaissez qui le fait ? Je n'ai sans doute, si vous le dites, moi je vous crois toujours, vous savez, François Langlais. Il ne serait quand même réélu. C'est le peuple russe qui décide. Donc, je dirais que c'est un démocrate. Je dirais que c'est un démocrate autoritaire. Moi, je vous répète ce que j'ai dit. Démocrate autoritaire, oui. Ça veut rien dire. Ah, ça veut tout dire. Ah, rien. Absolument tout. Non. Ah si. Ça veut dire qu'il est démocrate, il est élu par le peuple. Enfin, il n'est pas, c'est pas le peuple n'a pas voté contre lui. Ça, autoritaire, ça veut dire qu'il utilise des méthodes que nous n'utiliserons pas. Parce que je le répète depuis le début, je suis français, je ne suis pas russe. Et donc, la Russie n'a pas la même histoire. Ça vous a pas échappé que les tsars faisaient assassiner leurs opposants dans la cour, à la cour. Ce que ne faisaient pas les rois français. On va pas à chaque fois faire un exposé. Juste Éric Zemmour. Mais je vous assure que ça vous serait très utile, Alba Ventura, en l'occurrence. Vous aideriez à armer l'Ukraine. La France le fait, l'Allemagne décide pour la première fois de le faire depuis la fin de la guerre. Est-ce que vous aideriez à armer l'Ukraine ? Je vous répète ce que j'ai dit à Yves Calvi. Moi, je pense que cette montée aux extrêmes est néfaste et que nous devons au contraire ne pas ajouter la guerre à la guerre. Nous devons faire œuvre de pacificateur. Donc on ne livre pas d'armes à l'Ukraine. Donc on fait tout pour qu'il y ait des négociations. D'ailleurs, si j'ai bien compris, elles commencent aujourd'hui. Je m'en félicite.
Une question sur les réfugiés. Près de 400 000 réfugiés ukrainiens sont arrivés dans les dernières heures. En Pologne principalement, il y en aura probablement bien d'autres. Vous, président, que fait la France? Vous accueillez les réfugiés ou bien vous les refusez? Je partage et je comprends l'émotion vis-à-vis des populations ukrainiennes, évidemment, qui sont des populations européennes dont nous sentons très proches. Je pense simplement que il n'est pas bon d'arracher les gens comme ça, loin de leur pays. Il n'est pas bon de déstabiliser la France, qui est déjà submergée, je dis bien submergée, par l'immigration, même si ce n'est pas le plus souvent une immigration européenne. Je pense au contraire que les Polonais ont décidé de tous les accueillir. Je pense qu'il nous faut aider les Polonais à les accueillir avant que les populations ukrainiennes rentrent chez elles. J'en profite. Ça veut dire faire venir des Ukrainiens en France? Ça veut dire que je préfère qu'ils soient en Pologne, d'abord parce que la Pologne les accueille, que c'est leurs voisins, et qu'ils pourront ainsi plus facilement rentrer chez eux quand la guerre sera finie. Comme vous le savez, je voudrais dire simplement que je propose donc que nous aidions les Polonais et que la Commission européenne lève les sanctions financières que j'ai toujours trouvé scandaleuse, contre ce pays, et que ainsi nous aidions les Polonais à accueillir les Ukrainiens. Vous avez peut-être entendu parler de notre sondage, puisque 8 Français sur 10, selon Harris Interactive pour RTL M6, sont prêts à accueillir des réfugiés. Vous seriez donc le seul, parmi tous les candidats d'ailleurs, à ne pas accueillir de réfugiés. Vous savez, moi... je disais tout à l'heure à votre collègue que je n'étais pas un politicien. Ça fait partie de ma personnalité et mon caractère. Je ne me fie pas aux sondages pour savoir ce que je dois penser. Je voudrais simplement dire, attendez, je comprends les Français. C'est beaucoup quand même. Je comprends les Français. Ils sont sincèrement émus et je le suis avec eux. De voir ce peuple résister vaillamment sous les bombes. Donc c'est tout à fait normal qu'ils aient ce sentiment. Vous savez, il y a le cœur et il y a la tête. Napoléon disait le cœur d'un chef d'État est dans sa tête. Donc il y a l'émotion de l'homme. Évidemment, nous sommes tous émus et légitimement par ce malheur ukrainien. Mais il y a après la tête. Et l'homme d'État, c'est celui qui voit plus loin que l'émotion. Donc vous seriez le seul parmi les candidats à ne pas vouloir accueillir de réfugiés. Vous assumez être le seul. Si vous le dites, j'assume. Une question sur votre programme économique. C'est indiqué dans ce programme que vous voulez interdire l'importation de produits agricoles qui seraient non conformes à nos standards de qualité, de sécurité alimentaire. Alors, à l'occasion de la semaine verte de RTL, j'ai fait une expérience en allant au supermarché où je fais mes courses. J'ai contrôlé systématiquement la provenance des produits qui sont dans les rayons. En 2 heures, j'ai trouvé pas moins de 35 nationalités différentes. Poissons du Pérou, crevettes de Patagonie, chaussettes d'Indonésie, viande d'Uruguay, tomates du Maroc. Vous, président, on trouvera encore tous ces produits? Justement, c'est bien le problème, François Langlais. C'est un double problème, je dirais même c'est un triple problème. Le premier problème, c'est que ne soyez pas étonnés que notre balance commerciale accuse un déficit historique. 85 milliards, c'est le record. Depuis 2005, nous n'avons pas une balance commerciale excédentaire. Vous allez interdire? Attendez. Là, on est dans le constat. Je viens de le faire. On parlait de produits agricoles. Il n'est pas normal que les produits agricoles que nous nous interdisons de produire, dans des conditions sanitaires, chimiques, environnementales, que nous nous interdisons, que par ailleurs nous les importons. Il n'est pas normal qu'un grand pays agricole comme la France importe 50% de ses fruits et 60% de son poulet. Ce n'est pas normal. C'est le coût en France qui est plus élevé qu'ailleurs. Bien souvent plus que les normes. Mais ça veut dire que vous fermez les frontières, vous allez contrôler les frontières. Ça veut dire. Parce que techniquement, c'est pas possible aujourd'hui dans le marché unique. Excusez-moi. Comment justifiez-vous, François Langlais, qu'on importe des produits qu'on s'interdit de produire? C'est pas mon sujet. Moi, je veux protéger les agriculteurs français et je veux protéger aussi les consommateurs français, car le plus souvent, ces produits sont d'un goût
beaucoup plus médiocre que nos produits. Et par ailleurs, je travaille ainsi pour l'environnement. Vous savez bien que ces produits qui font le tour de la planète sont des éléments majeurs des émissions de CO2. Donc moi, je veux favoriser les circuits courts. Oui, je veux que nous interdisions ces produits qui n'ont rien à faire en France, puisque nous n'avons pas le droit de les produire dans ces conditions. Si nous interdisons les OGM, je vais donner un seul exemple. Nous interdisons les OGM pour des bonnes ou des mauvaises raisons, peu importe. En tout cas, nous les interdisons. Pourquoi importons-nous des produits avec des OGM ? Il faut être cohérent, François Langlais. Éric Zemmour, on va poursuivre dans votre programme parce qu'il y a certaines mesures en faveur des automobilistes. Alors, vous ne voulez plus d'interdiction de circuler en ville, retour de la voiture en ville. Et vous voulez rétablir les 50 km/h en ville. Vous ne croyez pas aux études qui disent que les particules fines, notamment le diesel, font des dizaines de milliers de morts chaque année ? Je crois que vous caricaturez ma position. Je n'interdis pas. Attendez, j'interdis les interdictions de voitures anciennes. Vous savez, toutes les réglementations aujourd'hui qui interdisent en vérité aux plus pauvres de rentrer dans les villes. C'est ça que je supprime. Ce que je veux savoir, c'est vous souhaitez que l'on continue à rouler au diesel en ville ou pas ? Attendez. Le diesel, de toute façon, va être peu ou prou interdit. D'ailleurs pour des mauvaises raisons, car il s'est beaucoup amélioré ces derniers temps et qu'il est aujourd'hui très peu polluant. Ça, on l'oublie. Et que l'on va ainsi, on risque ainsi de sacrifier notre industrie automobile. Je vous signale, Alba Ventura, que depuis quelques jours, les Allemands ont refusé les préconisations de la Commission de Bruxelles sur le tout électrique en 2035. Les Allemands ont refusé. Et les Italiens vont refuser aussi. Donc vous voyez, je ne serai pas le seul. Le nombre de propositions que vous faites en matière d'automobile, en faveur de l'automobile, il est plus important, vos propositions, pour lutter contre le réchauffement climatique. Vous n'y croyez pas, ce réchauffement climatique ? J'y crois tout à fait. Moi, vous savez, je n'ai pas la compétence scientifique, donc je crois ce que me disent les scientifiques. Il n'y a aucune raison de mettre en cause leurs paroles. Pourquoi aussi peu de propositions dans votre programme ? Parce que ce ne sont pas les automobilistes qui sont responsables du réchauffement climatique. Excusez-moi, non, pas seulement. Et ce ne sont pas les automobilistes français. C'est justement la mondialisation dont vous parliez. Les tankers qui nous apportent les nourritures dont vous parlez et nos téléphones portables sont beaucoup plus responsables du réchauffement climatique que nos automobilistes. Et alors, on se passe de nos téléphones portables ? Attendez, c'est une mesure de classe, François Langlais. Vous le savez très bien. Vous savez très bien qu'il y a les gens aisés qui vivent dans les métropoles et qui peuvent se déplacer en métro ou en trottinette. Et il y a les pauvres qui se déplacent en voiture et qui ne peuvent pas se déplacer autrement car ils sont trop loin des centres-villes, ils n'ont pas les moyens de vivre dans les centres-villes. Donc c'est une mesure sociale. Votre programme... Et par ailleurs de protection de l'industrie automobile française. Votre programme pour lutter contre le réchauffement climatique, il tient en une feuille dans votre programme, hein, je l'ai lu. Mais vous pensez que ce programme, il permet vraiment, puisque vous dites que vous faites confiance aux experts de l'environnement, il permet vraiment de limiter à 1,5 degré la température à la surface de la Terre ? D'abord, je tiens à vous dire que la France est responsable de 1% des émissions de CO2. Oui, non, mais répondez juste à ma question. Est-ce que vous pensez que votre programme est adapté ? Même si nous, Français, nous revenions au XVIIIe siècle avec les calèches à chevaux et 3 jours pour aller à Lyon, ça ne réglerait absolument pas la question du CO2. Voyez-vous, parce que ce sont les Américains et les Chinois qui sont en grande partie responsables. D'accord. Donc il faut arrêter de battre sa rien. Donc moi, je fais quelque chose de très important. Je rétablis les circuits courts, justement, que m'a reproché tout à l'heure François Langlais. Et c'est justement très bon pour le CO2, voyez. Et 2, je restaure une filière nucléaire digne de ce nom, avec la création de 14 réacteurs nucléaires, avec, moi je n'aurais pas fermé Fessenheim, et je ferai tout pour la rouvrir. Je prolonge la durée de vie des nucléaires, car le nucléaire est l'énergie qui est la meilleure pour limiter le CO2. Et par ailleurs, j'arrête les éoliennes qui sont une catastrophe, en vérité, pour les émissions de CO2, puisque, comme vous le savez, c'est une énergie intermittente, et quand il n'y a pas de vent, on va chercher le charbon et le gaz. Vous évoquez souvent le Conseil constitutionnel, comme si, au fond, vous alliez le changer, pouvoir le changer, en tout cas, comme si il vous empêchait de mener à bien votre programme. Vous voulez le supprimer, le réformer, on parle quand même de la Constitution française et d'un contre-pouvoir nécessaire à l'exercice de la démocratie. C'est une pression très importante que vous posez. Mais vous avez peu de temps.
Alors je vais essayer d'être bref, mais c'est pas facile. Merci. Le Conseil constitutionnel est une institution de la République. Je ne modifie ni ne supprime. 1. 2. Le Conseil constitutionnel n'a pas vocation à diriger le pays. 3. Le Conseil constitutionnel n'est pas le peuple français. Le général de Gaulle disait « En France, la Cour suprême, c'est le peuple ». Je suis très inquiet quand je lis les déclarations récentes de M. Fabius, président du Conseil constitutionnel, qui a un devoir de neutralité, qui se permet de dire qu'il n'autorisera pas, je dis bien il n'autorisera pas, les candidats, je sais que je suis visé, à utiliser l'article 11 pour définir ma politique de l'immigration comme je le veux par référendum. Je tiens à dire à M. Fabius solennellement, mais c'est très important, solennellement, qu'en démocratie, puisque c'est un démocrate, c'est le peuple français qui décide et non pas un président de 9 personnes qui ne sont pas élues. Et que s'il veut s'opposer au peuple français, libre à lui. Je tiens à dire à M. Fabius que la jurisprudence du Conseil constitutionnel de 1962 a décidé que, quand le peuple français s'exprimait par le référendum, le Conseil constitutionnel n'avait rien à dire. Donc, vous voyez, vous avez tout à fait raison, les contre-pouvoirs sont utiles, l'état de droit est indispensable à défendre, mais il y a une limite, il y en a 2. J'ai fini, je vous assure. 1, le peuple français qui décide, qui est souverain, et non pas M. Fabius. Et 2, quand vous voyez les présidents de toutes les cours d'aujourd'hui, M. Fabius, ancien Premier ministre socialiste, M. Moscovici, président de la Cour des comptes, ancien ministre socialiste, M. Tabureau, vice-président du Conseil d'État, ancien membre des cabinets socialistes. Moi, je dis qu'il y a un problème. Il y a un problème quand l'état de droit est confisqué par les socialistes qui ne représentent plus que 2% du peuple français et quand ils veulent s'opposer à la volonté majoritaire du peuple français. Merci Alba Ventura, merci François Langlais.